méduses sont des animaux qu'on trouve dans les océans depuis plus de 600 millions d'années. Notre point de vue occidental nous porte à les considérer comme étant une nuisance, surtout par rapport à nos expériences, je dirais, estivales, plus ou moins agréables, voire même douloureuses avec ces animaux. Mais dans certaines cultures, ce sont des animaux qui sont déjà considérés comme une ressource, notamment dans les cultures chinoises et asiatiques. Alors historiquement, l'équipe de Saint-Charles de Limbeux travaille toujours d'ailleurs, sur les bioindicateurs. Et nous avions un programme qui était sur les animaux de lagunes et marins de l'étang de Berre. Jusqu'au jour où, en juillet 2009, un peu par hasard, dans le port de l'étang de Berre, de la ville de Berre, je suis tombé sur une espèce qu'on appelle un bloom, c'est-à-dire une très très forte densité de l'ordre de plus de 300 à 400 petites méduses au mètre cube. Et surtout, après photo, bien, je me suis rendu compte qu'une proportion assez importante de méduses avaient une modification, une altération de leur symétrie. Symétrie qui normalement est de 4 poches gonadiques. Certaines en avaient 6, d'autres 3, d'autres 7, etc. Et l'idée était la suivante. Y a-t-il une relation entre le nombre de poches gonadiques, de l'altération, de la modification physiologique et morphologique avec le taux de pollution? Est-ce que la méduse pourrait nous faire le lien entre le polluant, sa concentration, et sa morphologie altérée? À l'INSERM de Bordeaux, nous travaillons de plus en plus avec des nanoparticules et notamment dans la lutte contre le cancer. Nous sommes particulièrement attentifs à leurs risques sanitaires et lorsqu'Alain Thierry nous a apporté ces individus de méduses, le postdoctoral de l'époque, Amit Patois, fait quelques expériences au laboratoire. Il incube ses premières méduses en présence de nanoparticules et puis il revient me voir presque en criant Eureka, Eureka, en me disant mais voilà, tout a été capté par le matériau de la méduse. Et on a constaté que ces gélatineux capturaient complètement l'ensemble des nanoparticules et que dans l'eau il ne restait plus rien. L'eau était nettoyée, l'eau était clarifiée. Alors justement, là ça a été un long travail pour comprendre l'énigme qui nous était posée par la nature quelque part, puisque on a compris à la fin qu'au moment de la mort, la méduse était capable de générer un mucus quelque part de stress ou un mucus de mort comme on appelle, et c'est ce mucus-là qui est responsable de l'interaction avec la nanoparticule et de la captation de ces objets. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces nanoparticules sont tellement fines initialement qu'aucun filtre n'est capable de les retenir. Le fait que les méduses puissent servir contre les nanoparticules, pour moi, est assez frappant parce que c'est quelque part une marque de fabrique de ces organismes qui ont vécu, qui ont souffert de ce genre de pollution depuis des âges primordiaux, qu'elles soient d'origine naturelle ou humaine. À savoir que les méduses sont parmi les premiers animaux multicellulaires ayant existé. Ils sont très archaïques de leur manière de vivre, de leur morphologie, et ces animaux archaïques ont dû tout inventer. Cet animal ancestral a des structures très complexes, et c'est ces structures complexes moléculaires qui vont aller donner des interactions faibles à la surface des nanoparticules. Donc il y a une première interaction, les deux mondes interagissent entre eux, et puis grâce à ces interactions faibles, il se passe un deuxième processus, on va dire chronologiquement, qui est là du point de vue thermodynamique quelque chose de favorable. La question s'est très vite posée, étant donné que récupérer le mucus naturel, c'est faisable. La seule chose, c'est qu'après, pour passer à l'échelle industrielle, c'est quelque chose qui reste extrêmement contraignant. Et
Donc l'idée, avec toujours l'INSERM de Bordeaux, c'est de passer par l'étape de synthèse. Et actuellement, donc, nous avons des molécules synthétiques qui miment, on est presque dans du biomimétisme si vous voulez, et qui font le même effet. On pourrait imaginer une sorte de poudre de perlimpinpin si on arrivait à avoir cette poudre-là, que l'on mettrait dans une solution contaminée et qui viendrait capter toutes les particules de cette solution contaminée. Avec en plus, troisième chose qui nous est apparue assez vite, c'est que les nanos, alors on travaille beaucoup actuellement sur les nano-oxydes métalliques. Eh bien, ces oxydes métalliques, on peut les récupérer pour après les concentrer et revendre les métaux. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui à la fois est naturel et qui peut en plus rapporter, on va dire, un petit peu d'argent, quoi. Donc financièrement, la boucle peut être très très rentable. Ce que je trouve de beau également dans cette collaboration, puisqu'on parlait de la collaboration avec Alain Thierry et puis plus récemment avec Fabien Lombard, c'est justement l'idée d'aller prendre un animal ancestral et capable, parce qu'il a accumulé une mémoire moléculaire finalement, d'utiliser cette mémoire moléculaire pour aller solutionner des problématiques de pointe actuelles avec ces nanotechnologies. Donc c'est assez élégant de voir que la nature a déjà prévu beaucoup de choses que l'on ignore nous encore.